un échiquier que personne n'a vu. Lorsque le 28 février 2026, les missiles américains et israéliens se sont abattus sur l'Iran, le monde a vu la guerre. Mais ce n'était que la pièce finale d'une partie qui se jouait déjà 1 an et demi avant le premier coup de feu. Pour comprendre le génie de ce coup et de plusieurs coups précédents, il faut revenir en arrière. En janvier 2025, au premier jour du second mandat présidentiel de Donald Trump. Mais avant d'aborder ce sujet incroyablement intéressant et important, je veux vous montrer pourquoi. Tous les points et les lignes ont convergé vers le début de 2026 et non en 2012, ni même en 2016. Alors commençons. Le programme nucléaire de l'Iran a atteint un point critique, pendant 30 ans d'affilée. L'Occident a essayé d'arrêter la guerre nucléaire iranienne, le programme de diplomatie. L'accord de 2015 sous Obama était une tentative de geler l'enrichissement. Nous soupçonnons qu'il favorisait l'Iran, mais peu importe. Du point de vue de l'Amérique, c'était une tentative. Trump s'en est retiré en 2018. Après cela, l'Iran a commencé à enrichir l'uranium jusqu'à 60% et selon certaines informations, comme je vous l'ai dit, l'AIEA a détecté environ 83,7% lorsqu'ils ont mesuré quelque chose chez eux. Oui, 84% est techniquement déjà au seuil du niveau nécessaire à la fabrication d'une arme nucléaire. C'est 90%. Au début de 2026, selon les estimations des services de renseignement, l'Iran était à quelques semaines de la création d'une ogive nucléaire. La fenêtre se refermait. Encore 1 an ou 2, et l'attaque serait devenue impossible, parce qu'on n'attaque pas un État nucléaire. Et puis, bien sûr, il y a le 7 octobre 2023 qui a vraiment tout changé. L'attaque du Hamas contre Israël a brisé l'ancien paradigme qu'on appelait la dissuasion. Israël est passé d'un modèle de gestion du conflit à un modèle d'élimination de la menace. Comme c'est souvent le cas, la catastrophe a engendré une solution au problème. Gaza, c'est-à-dire le Hamas, le Liban, le Hezbollah. La destruction progressive des proxys iraniens. C'était la première étape. À la fin de l'année 2025, le Hamas a été anéanti. Le Hezbollah a été décapité. Le réseau de proxys iraniens, le principal instrument de Téhéran pour projeter sa puissance, une puissance sans guerre directe, était en ruine. Pour la première fois en 30 ans, l'Iran s'est retrouvé sans zone tampon. Auparavant, l'Iran pouvait menacer Israël par l'intermédiaire du Hezbollah et du Hamas sans risquer son propre territoire. Ce bouclier a disparu. Un autre point est que Trump, bien sûr, n'est ni Obama, ni Biden, ni Bush. Bush, fils, s'est enlisé en Irak et en Afghanistan. Comme vous pouvez l'imaginer, l'Amérique n'avait ni la force, ni le désir, ni l'appétit pour une troisième guerre. Obama croyait profondément en la diplomatie et en l'accord avec l'Iran. Plus précisément, il avait ses propres idées à ce sujet. Bon, Biden était faible et indécis. Trump, c'est le seul président qui avait en même temps la volonté politique de frapper. Et, ce qui est probablement tout aussi important, il a construit une infrastructure énergétique. Qu'est-ce que cela signifie ? Une certaine structure qui permettait de survivre aux conséquences, parce que tout le monde comprenait qu'il y aurait des conséquences. Les administrations précédentes avaient un peur des prix du pétrole. Trump a d'abord créé des conditions dans lesquelles le prix ne tuerait pas l'économie américaine. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a frappé. Les contemporains ne comprennent presque jamais les génies. Nous connaissons des milliers d'exemples de cela. Mais cela n'empêche pas les génies de rester des génies. Alors, la marge de sécurité énergétique. Qu'est-ce que Trump a fait exactement ? Pendant 30 ans, on arguait que la guerre avec l'Iran mènerait à la fermeture du détroit d'Ormuz, au pétrole à $200 et à l'effondrement de l'économie mondiale. Cet argument a paralysé tout le monde. Clinton, Bush, Obama, Biden, tout le monde. Trump l'a neutralisé. Production américaine record. Le Venezuela est sous contrôle. Le Brésil et le Guyana augmentent leurs exportations. L'Arabie Saoudite dispose de capacités de réserve et coopère avec nous. Oui, les prix ont augmenté. Mais pas à des niveaux catastrophiques. Et l'Amérique a de quoi compenser les pertes. Revenons encore une fois un instant au proxy iranien. En 1926, Hamas est écrasé, Hezbollah est affaibli et l'influence iranienne en Syrie est sapée. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Iran se retrouve isolé. Il n'y a personne pour ouvrir.
Personne n'était là pour ouvrir un deuxième, un troisième, un quatrième ou un cinquième front. Maintenant, il y avait une raison de plus. Appelons cela une fenêtre technologique. Les armes américaines et israéliennes sont devenues suffisamment précises pour atteindre des cibles souterraines. Sinon pour les détruire, du moins pour les sceller. Donc une bombe de 14 tonnes, un F-35 avec des technologies furtives, des cyberarmes capables de neutraliser des systèmes, il y a 20 ans de telles armes et de telles capacités n'existaient-elles pas dans l'arsenal. Elles n'existaient tout simplement pas. Et voilà, tous ces facteurs se sont réunis en même temps. La volonté politique, une préparation intelligente et tout le reste dont j'ai parlé. La supériorité technologique. Chacun d'eux existait séparément auparavant. Mais jamais, il me semble, les 6 ne se sont retrouvés au même moment. Et Trump, eh bien, il y a 2 versions. Et elles ont été discutées dans la presse. Il a soit vu cette fenêtre d'opportunité, soit il l'a créée. Et j'ai l'impression qu'il a vu une opportunité et qu'il a commencé à travailler pour la concrétiser, pour la créer. Ce qui s'est passé pendant ces 14 mois n'était pas de l'improvisation, mesdames et messieurs, contrairement à ce qu'on nous a toujours raconté. Je ne veux même pas dire ce que je pense de ces médias. C'était une combinaison stratégique en plusieurs étapes où chaque étape comptait. Venezuela, expansion pétrolière. La guerre contre l'Iran fait partie d'un plan unique. La cible principale qui se dessine ici, ce n'est même pas Téhéran, mesdames et messieurs. La cible principale, c'est Pékin. Le 20 janvier 1925, dès le premier jour de son second mandat, Trump a signé un décret sur la libération de l'énergie américaine. Ce document a levé pratiquement toutes les restrictions réglementaires imposées par l'administration Biden. Les terres fédérales ont été ouvertes au forage. La délivrance des licences s'est accélérée, passant de 23 ans à quelques mois. L'interdiction d'exporter du gaz naturel liquéfié a été levée, développé et exporté librement. Le résultat ne s'est pas fait attendre. À la fin de 1925, la production de pétrole des États-Unis a atteint un record absolu. 13,6 millions de barils par jour. L'Amérique s'est mise à produire 24 millions de barils de pétrole grâce à un travail acharné, du carburant en une seule journée. Plus que la Russie et l'Arabie Saoudite réunies. L'extraction offshore dans le golfe du Mexique, que Trump a rebaptisé le golfe de l'Amérique, a atteint un record de 714 millions de barils en un an. Et au début de 1926, elle approchait du milliard, 1 milliard de barils par an. L'essence dans les stations-service américaines a commencé à baisser. Et il est tombé à son niveau le plus bas depuis 4 ans en moyenne. Combien c'était ? 2,90 $ le gallon. Dans 43 États, on pouvait acheter de l'essence à moins de 3 $. Donald Trump ne s'est pas contenté de parler de forage. Il a créé des conditions dans lesquelles le forage est devenu plus rentable que jamais. En effet, le pouvoir, l'administration, le président ne peuvent pas améliorer la production ou créer quoi que ce soit. Mais il peut créer des conditions, c'est-à-dire qu'il peut lever des restrictions, résoudre des problèmes, etc. Dans ce cas, les entreprises commencent à se sentir plus libres. Et elles se disent « Ah, c'est possible, super !» Et tout commence immédiatement à croître et à se développer. Maintenant, parlons du Venezuela, donc le pétrole qui a été retiré à la Chine. Pour comprendre l'opération vénézuélienne, il faut comprendre le contexte. Le Venezuela possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Combien y en a-t-il ? 300 milliards de barils. Cela représente 17% des réserves prouvées mondiales. Sous Hugo Chavez et Nicolas Maduro, ces réserves sont passées de bénédiction à malédiction. Corruption, gestion socialiste. Ils ont fait chuter la production de 3,5 millions de barils par jour. Avant cela, c'était combien ? Eh bien, c'était en 1999, 2000. Jusqu'à un maigre 400 000 en 2020. Où allait donc ce reste de pétrole qu'ils arrivèrent à peine à extraire du sol ? Il partait en Chine. Maduro la vendait à Pékin avec une remise de 40% par rapport au prix du marché. Elle acceptait. Elle acceptait d'être payée en roubles, en troc, en crypto-monnaie, peu importe. Le Venezuela est devenu pour la Chine une station-service bon marché dans l'hémisphère occidental. Trump a changé cela d'un seul coup. Le 2 janvier 1926, il a annoncé des opérations militaires au Venezuela. Le 3 janvier, les forces spéciales américaines ont capturé Maduro. Une opération que le Pentagone préparait, eh bien j'en suis sûr, depuis des mois. Elle a été menée en un éclair, un triple objectif. Eh bien le renversement, faire tomber le narco-dictateur. D'accord, couper le trafic de drogue. Et le plus important,
le contrôle sur les flux de pétrole vénézuéliens. Le 6 janvier, Trump a annoncé un accord pétrolier. Le Venezuela fournira aux États-Unis de 300 à 50 millions de barils au prix du marché. Au prix du marché. Nous n'avons pas besoin de réduction. Au prix du marché. Déjà le 14 janvier, le secteur énergétique américain a annoncé les premières ventes pour 500 millions de dollars. Voici dans le cadre de ce même accord. Les recettes ont été versées sur des comptes contrôlés par le Trésor américain. D'un seul coup, Trump a atteint plusieurs objectifs. Il a écarté Maduro. Il a coupé le trafic de drogue. Il a obtenu l'accès aux plus grandes réserves de pétrole de la planète. Et le plus important, il a privé la Chine de 400 000 barils par jour du pétrole vénézuélien bon marché. Tout le schéma d'approvisionnement que Pékin avait mis des années à construire s'est effondré. Parallèlement, le ministère des Finances a publié une série de licences qui ouvraient le Venezuela aux compagnies pétrolières américaines. Les transactions avec la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba et les entités chinoises étaient strictement interdites. Tu obtiens une licence, tu signes. Si tu ne le fais pas, on te retire la licence, peu importe l'argent investi. En plus, il y a l'or vénézuélien. Voilà encore. C'est aussi parti aux États-Unis, contrat avec le trader Trafigura, ou Trafiga. Lui, encore une fois, je ne sais pas lire dans leur langue. Pour la livraison, combien c'est ? Environ 1000. Non, je vais m'embrouiller là. Je ne me souviens plus du nombre de lingots d'or, mais il y en avait vraiment beaucoup. Le ministre de l'Intérieur, Dag Bergen, s'est rendu personnellement à Caracas pour des négociations. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a signé une réforme de la législation pétrolière qui a ouvert le pays aux investissements étrangers. Si quelqu'un d'autre que l'Amérique veut investir, mais pas la Russie, pas la Chine, pas l'Iran, pas la Corée du Nord, pas Cuba, eh bien, à la bonne heure. Ah oui, et puis le Brésil, bien sûr. Pendant que le monde suivait la bagarre à Caracas, un autre processus prenait de l'ampleur dans le sud de l'Amérique latine. Le Brésil est la plus grande économie d'Amérique du Sud. Elle devenait vite une superpuissance pétrolière. En 1925, la production de pétrole et de gaz a atteint un record historique. Environ 4,8 millions de barils d'équivalent pétrole par jour, c'est 13,3% de plus que l'année précédente. En octobre 1925, la production mensuelle de pétrole a dépassé pour la première fois dans l'histoire les 4 millions de barils par jour. Bien moins que chez nous, c'est évident. Oui, mais tout de même. D'énormes gisements offshore dans les bassins de Santos et de Campos, cachés sous le fond marin. Une puissante couche de sel au fond de l'océan recouvrait un pétrole léger, à faible teneur en soufre, d'une qualité exceptionnelle. Naturellement, nos technologies y ont aidé. Au début de l'année 1925, le Brésil a rejoint ce qu'on appelle l'OPEP+, une démarche stratégique permettant d'accéder librement aux ressources du cartel, sans restriction sur la production. Petrobras, la compagnie pétrolière nationale brésilienne, a annoncé un plan d'investissement de 109 milliards de dollars jusqu'en 2030. Le coût de production dans les gisements brésiliens en eau profonde est tombé en dessous de 40 dollars le baril, avec une prévision de baisse à 28 dollars. C'est un succès remarquable, et voici ce qui est important. Les raffineries chinoises ont fortement augmenté leurs achats de pétrole brésilien en 1925 de 28%, autrement dit, pratiquement d'un tiers. Le Brésil devenait un fournisseur alternatif pour la Chine, remplaçant le pétrole iranien et vénézuélien. Mais cette alternative avait une particularité clé. Contrairement à l'Iran et au Venezuela, le pétrole brésilien était vendu au prix du marché, sans remise. L'époque du pétrole bon marché sous sanction pour la Chine touchait à sa fin. Elle n'était pas encore terminée, mais elle s'achevait. Au début de la guerre avec l'Iran, la situation était la suivante. Les États-Unis affichaient une production record et le Venezuela était sous contrôle. Le Brésil et le Guyana augmentaient leurs exportations et étaient également sous contrôle. Le marché pétrolier mondial était saturé. Les prix du Brent sont tombés à 52,62. C'est en dollars par baril. L'Amérique a créé un coussin de sécurité pétrolier qui lui permettait de commencer une guerre avec l'Iran sans craindre de choc énergétique. Mais l'Iran non plus ne restait pas les bras croisés. Il faisait aussi quelque chose là-bas. Les Perses. Ce n'étaient pas des idiots, ils ont commencé à construire des villes souterraines.
Pendant que Trump construisait une architecture énergétique, l'Iran vivait dans un monde qu'il s'était lui-même construit pendant 4 décennies, bien avant Trump. Tout a commencé pendant la guerre irano-irakienne, c'était quelque part dans les années 80, au début des années 80, lorsque les missiles irakiens se sont abattus sur les villes iraniennes. Téhéran a tiré une leçon, il faut se terrer. En 84, la première base de missiles souterraine a été construite près de Kermanshah, pour abriter les missiles S-Keud, reçus de la Libye et de la Corée du Nord. La deuxième leçon est arrivée en 91, lorsque l'opération Tempête du désert, mais pas chez eux, en Irak, a détruit en quelques jours l'armée irakienne, qui était d'ailleurs la plus grande du Moyen-Orient. Uniquement grâce à l'aviation, depuis les airs. Les stratèges iraniens ont compris qu'en combat ouvert contre les Américains, ils n'avaient aucune chance. Le seul espoir était de survivre à la première frappe et de conserver la capacité de riposter. C'est ainsi qu'est née la doctrine de défense passive de l'Iran. Elle avait été lancée en 1989 avec le déplacement de tout ce qui était important au plus profond des montagnes. Et pendant les 35 années suivantes, l'Iran a construit et a achevé 30 sites souterrains qu'ils appellent des villes de missiles. Il y a plus de 100 tunnels interconnectés, qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres à l'intérieur des montagnes. La construction était dirigée par l'état-major d'ingénierie du CGRI, qui comptait pas moins de 135 000 employés, une véritable armée de constructeurs et d'ingénieurs. L'ampleur est impressionnante. Certains tunnels font 6, voire 10 mètres de hauteur, 6 mètres de largeur et s'enfoncent sur des kilomètres à l'intérieur des montagnes. Des systèmes ferroviaires automatisés pour le transport des missiles balistiques stockés verticalement dans des entrepôts, prêts à être lancés sans grue ni chariots élévateurs. Des bases d'élite de premier niveau à une profondeur de 120 à 450 mètres dans la roche granitique, là où même la bombe américaine la plus puissante ne pourrait atteindre. La base au centre est enfouie à 500 mètres dans le granit, l'une des roches les plus dures de la Terre. De nombreuses sorties pour chaque site de missile, de fausses ouvertures camouflées, un relief montagneux, des équipes d'ingénieurs à l'intérieur des complexes pour dégager les entrées obstruées, ventilation, électricité de secours, réserve de carburant et de nourriture. Eh bien, les généraux iraniens étaient absolument convaincus que leur pays n'était pas mort, ni vulnérable. Le commandant des forces aérospatiales du CGRI, Amir al-Hajizadeh, s'est vanté. Si nous ouvrons un site de missiles par semaine, cela ne se terminera pas avant 2 ans. Tout le monde a vite calculé combien ils en avaient. Dans une vidéo publiée en mars 2025, Hajizadeh et le chef d'état-major Mohammad Bakeri traversaient d'immenses tunnels remplis de missiles. Shikan, Sejil, Haj Qassem et des missiles de croisière pavés. Mais les villes souterraines avaient une seconde fonction, pas seulement pour les missiles. L'île de Kejm dans le détroit d'Ormuz, merveille géologique avec ses grottes salines et ses forêts de mangroves, cachait sous sa croûte corallienne des bases souterraines avec des vedettes rapides et des missiles anti-navires. Leur mission était de contrôler le détroit d'Ormuz, et maintenant je vais vous parler du piège d'Ormuz. La guerre a commencé le 28 février 2026, après l'échec des négociations au cours desquelles l'Iran a refusé le désarmement nucléaire. Comme vous le savez, l'aviation américaine et israélienne a frappé l'infrastructure militaire iranienne. L'Iran a fait exactement ce qu'on attendait de lui. Il a fermé le détroit d'Ormuz, posé des mines, menacé d'attaquer tout navire, provoquant ainsi un arrêt effectif. Les prix du Brent ont grimpé au-dessus de $100. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie a qualifié cela de la plus grande violation de la sécurité énergétique de l'histoire de la planète. Les Philippines ont déclaré l'état d'urgence énergétique. La Nouvelle-Zélande a commencé à distribuer des cartes d'essence. La Malaisie a mis ses fonctionnaires en télétravail. La logique iranienne était simple. Le monde suffoquera sans le pétrole du détroit d'Ormuz et obligera l'Amérique à s'arrêter. Tout le monde en parlera. Eh bien, comme chez nous avec le Parti démocrate, vous allez vous retrouver avec une guerre. Mais cette logique semblait catastrophiquement erronée pour une raison très simple. Parce que nous avons un président, Donald J. Trump, qui n'aurait pas commencé cette guerre s'il n'était pas prêt précisément à cette tournure des événements.
L'Iran dit « Nous bloquons le détroit », Trump répond « Parfait. Eh bien, moi, je bloque mieux que vous. » Le matin du 10 mars, la marine américaine a imposé un blocus sur les ports iraniens dans tout le golfe Persique. Dans le golfe d'Oman, les navires reliant des ports non iraniens étaient autorisés à passer librement. C'était un étranglement économique ciblé de l'Iran visant à fermer le détroit, mais pas pour tout le monde, seulement pour ceux pour qui nous voulons le fermer. Maintenant, en ce qui concerne les villes souterraines de missiles, elles ont fait leur travail. Donc 77% des passages visibles des tunnels ont été touchés, mais les équipes d'ingénieurs à l'intérieur des montagnes réparaient rapidement les installations, déblayaient les décombres en quelques heures, en coulant littéralement du béton à prise rapide d'une résistance fantastique. Les services de renseignement américains ont reconnu que la destruction de seulement 3 arsenaux enterrés iraniens a été confirmée. Nous avons détruit là-bas 90% de ce qu'ils avèrent de visible, et de ce qui n'était pas visible, nous en avons détruit, comme il s'est avéré, un tiers. Mais stratégiquement, cela n'avait absolument aucune importance, car ce qui comptait, c'était les villes souterraines, la question de la survie, alors que l'Iran perdait la guerre en surface. L'économie est étouffée, les ports sont bloqués, les exportations de pétrole et de produits de luxe ne passent que ce qui parvient à la Chine, d'ailleurs 1,2 million de barils par jour au lieu des 2,1 millions d'avant-guerre, soit la moitié. L'Iran a passé 40 ans et dépensé des milliards de dollars pour créer un bouclier souterrain. Le bouclier a fonctionné, oui, bien sûr, les missiles ont survécu, mais la stratégie a échoué parce que Trump a renversé leur logique. Tu peux rester dans un bunker aussi longtemps que tu veux, mais si le monde a changé, ça ne sert à rien. Alors tes tunnels deviennent un sarcophage. Et maintenant, nous arrivons à l'essentiel, à ce que ni Téhéran ni la plupart des analystes mondiaux n'ont vu. La guerre contre l'Iran ne concernait pas tant l'Iran que la Chine. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde, avec 11,5 millions de barils par jour. En 2025, plus de 55% des importations provenaient du Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, les Émirats, Oman. Chaque jour, 5,3 millions de barils passaient par le détroit d'Ormuz vers la Chine, soit un tiers de toutes les livraisons chinoises. Lorsque le détroit a été fermé, ce tiers a disparu. En une nuit, les livraisons sont tombées à 1,2 million de barils par jour, c'est-à-dire que la moitié provenait exclusivement du pétrole iranien, qui traversait alors une zone militaire. Mais c'est ça. Le deuxième coup, le premier, le Venezuela, avait déjà privé la Chine de 400 000 barils de pétrole, bon marché par jour. 2 mois plus tôt, en 14 mois, Trump avait successivement détruit les 2 piliers, je dirais même les 2 piliers de la stratégie énergétique chinoise basée sur le pétrole bon marché sous sanctions, le Venezuela et l'Iran. Et un transit stable par le détroit d'Ormuz. Pékin s'y préparait mais pas suffisamment. Au cours des 2 premiers mois de 2026, les importations chinoises de pétrole ont bondi de 16%. Ils constituaient frénétiquement des réserves. Ils remplissaient. La Russie a mis en place des livraisons de 300 000 barils par jour, mais c'est catastrophiquement insuffisant. Les livraisons russes couvrent 221 millions de barils par jour, alors que par le détroit d'Ormuz, la Chine recevait 5,4. Vous sentez la différence ? Les oléoducs le tournent à plein régime, il est impossible d'augmenter le volume. C'est limité, et en plus c'est en partie une flotte fantôme, qui est traquée. La réserve stratégique de pétrole de la Chine est impressionnante, 1,2 milliard de barils, mais elle ne suffira que pour 109 jours. Ce n'est pas une solution, juste un report de 3 mois. Le 5 mars, les grandes raffineries chinoises ont reçu l'ordre du gouvernement de cesser d'accepter de nouveaux contrats d'exportation de carburant. La Chine est passée en mode économie. C'est la chose la plus effrayante pour la production, pour l'économie, qui peine déjà à redémarrer après la pandémie. Les analystes de Bruegel ont calculé qu'une hausse de 25% des prix du pétrole réduit le PIB chinois de 0,5%. Mais les prix ont augmenté de bien plus que 25%, bien plus que 25%. Ils ont doublé, passant de 60 à 116 $ le baril. C'est pour la défense des démocraties. C'est ça. Le centre d'analyse de Washington a identifié 3 points.
3 points de pression possibles sur Pékin. Premièrement, la dépendance au pétrole sous sanction. Deuxièmement, la vulnérabilité face aux enquêtes commerciales américaines. Et troisièmement, les institutions financières chinoises qui traitaient les paiements pour le pétrole sous sanction. L'analyste Alpayne Mac a déclaré à CNBC que la rivalité sino-américaine est le principal fil conducteur qui relie le Venezuela, l'Iran et le Groenland dans une stratégie unifiée. Mesdames et messieurs, la rivalité américano-chinoise est le principal fil conducteur qui relie le Venezuela, l'Iran et le Groenland dans une stratégie unifiée, a rapporté CNBC en janvier 2026. Le Venezuela, l'Iran et le Groenland sont des éléments d'un plan unique de Trumpo. L'énergie et les minéraux critiques. La fermeture du détroit d'Ormuz n'a pas seulement frappé le pétrole. Le Qatar, principal exportateur mondial de GNL, a invoqué la force majeure sur le contrat. Que cela signifie-t-il ? Nous ne pouvons pas les exécuter, ce n'est pas notre faute, mais ceux qui doivent recevoir, fautifs ou non, ne reçoivent pas. La frappe iranienne sur le complexe de Ras Laffan a réduit la capacité de production du Qatar de 17%, et la réparation suite à cette frappe prendra de 3 à 5 ans, il faudra tout réparer. En Iran même. Les prix asiatiques du GNL ont bondi de 140%. La Chine, qui a rapidement fait passer son économie au gaz, a reçu un coup terrible. En fin de compte, la Chine s'est retrouvée prise en étau. Ce n'est pas cher, mais les livraisons sont instables. Et même si l'Amérique possède une puissance navale énorme, ce n'est pas suffisant pour protéger les routes maritimes. La Chine a 3 porte-avions contre 11 pour les États-Unis, et aucun des 3 ne peut projeter sa puissance. Dans le golfe Persique, la Russie ne peut pas aider pleinement. Ses capacités sont à la limite, la Russie est coincée, le Venezuela lui-même est perdu, et l'Iran est sous les bombes. Tu n'en tireras pas grand-chose non plus. Voilà comme ils l'ont écrit, Foreign Policy, c'est une organisation comme ça. Avant la guerre, 5 et 35 millions de barils par jour passaient par la Chine. Après le début de la guerre, 122 et seul le pétrole iranien, c'est une catastrophe. Point. Et ils ont aussi appelé une personne sur le territoire des États-Unis d'Amérique grand maître. Devinez qui ? Maintenant, reconstituons l'ensemble et regardons-le comme une partie d'échecs. Coup numéro 1. Expansion énergétique à l'intérieur du pays. Le décret consiste à lever les restrictions sur l'énergie américaine. Le début du chemin vers une production record de 136 millions de barils par jour. Je comprends que pour vous, les chiffres ne comptent pas vraiment, ça ne veut rien dire, mais c'est une quantité incroyable. L'Amérique crée un coussin pétrolier qui lui permettra de survivre à n'importe quel choc des prix. Voici le 2e janvier 26. Le Venezuela, la capture de Maduro, le contrôle des plus grandes réserves de pétrole de la planète, l'isolement de la Chine, le pétrole bon marché dans les hémisphères occidentaux, en même temps un coup porté au trafic de drogue, et, en même temps, un renforcement de la position en Amérique latine. Voici le 3 février 26. La guerre avec l'Iran, la destruction du programme nucléaire, la fermeture du détroit d'Ormuz que l'Iran considérait comme son atout. Et cela a été transformé en un piège pour l'Iran lui-même et est devenu une arme stratégique contre la Chine. Quatrièmement, le blocus du blocus iranien. Ça sonne drôle, oui, le blocus du blocus iranien, l'interception du détroit, l'Iran a perdu sa seule carte. Ils ne peuvent maintenant que menacer de tirer dans toutes les directions. Le monde a déjà commencé à construire des itinéraires contournant Ormuz, des oléoducs à travers l'Arabie Saoudite, la mer Rouge, à travers les Émirats, à travers les Golfes, vers l'Amérique. L'Amérique est une superpuissance énergétique avec une production record et le contrôle du pétrole vénézuélien. L'Iran est bombardé, bloqué, il reste dans des bunkers avec des missiles, mais sans économie et bientôt sans argent. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde. Elle est privée de livraisons bon marché et son économie ralentit. Appeler cela des échecs en 4e ou même en 5e dimension, c'est un euphémisme. Mesdames et messieurs, Trump ne jouait pas seulement contre l'Iran, il jouait contre toute la configuration géopolitique formée par la Chine, l'Iran et le Venezuela.
Un axe de l'énergie bon marché qui sapait la domination américaine, ce que nous ne pouvions absolument pas permettre. Il a détruit cet axe, il l'a abattu en 14 mois, une pièce après l'autre, successivement, méthodiquement, implacablement, jusqu'au bout, il reste encore à faire, il reste à faire. Des problèmes, oui, des problèmes. Mais l'Iran pensait que leur ville souterraine était une arme absolue. Ils les ont construites pendant 40 ans, des centaines de kilomètres de tunnels, des milliers de missiles dans les roches granitiques, mais il s'est avéré que l'arme absolue, ce n'est pas le béton et le granit, l'arme absolue, c'est la pensée, c'est la stratégie, c'est la capacité de voir tout l'échiquier dans son ensemble. Ton adversaire ne regarde que son propre coin. Les généraux iraniens regardaient envers Hormuz, les stratèges chinois surveillaient leurs réserves de pétrole, et Trump observait toute la planète et déplaçait les pièces. Je suis toujours étonné de voir à quel point les critiques de Trump oublient rapidement ce qu'ils avaient prédit auparavant. Et ensuite, il s'avérait qu'ils n'avaient rien compris à ce que faisait Trump. Ensuite, Trump était déjà passé à l'étape suivante et ils commencèrent à le critiquer pour cette nouvelle action, mais encore une fois, ils ne comprenaient pas. Rappelons-nous au moins un épisode. Eh bien, lors de ses discours de campagne en 2015-2016, Trump disait constamment qu'un mur serait érigé entre le Mexique et l'Amérique, et que ce serait le Mexique qui le financerait. Oui, eh bien, vous vous souvenez que tous les démocrates, ainsi que le gouvernement mexicain et le gouvernement. Les amis des États-Unis riaient joyeusement à ce sujet et prenaient cette affirmation de Trump comme exemple pour dire qu'il était naïf, stupide et qu'il ne savait absolument pas de quoi il parlait. Je me souviens, Aktram a dit « Ah, ils ont dit ça là-bas, les Mexicains ». Et maintenant, à ce moment-là, le mur a encore grandi. Il est devenu encore plus haut, cela semblait complètement absurde. Oui, avançons un peu et découvrons que le gouvernement mexicain a envoyé 500 militaires pour former un mur humain. Protégeant la frontière américano-mexicaine contre les migrants illégaux qui venaient du Mexique vers l'Amérique. Tout cela s'est fait aux frais du gouvernement mexicain. Ainsi, Trump a forcé le Mexique à payer la construction du mur pour empêcher les clandestins de pénétrer en Amérique. Dès qu'il est devenu clair que ce que Trump disait n'était pas du délire et que cela se produisait sous nos yeux, tous les médias démocrates ont immédiatement cessé d'en parler et sont passés à un autre sujet. Je ne me rappelle même plus sur quoi ils ont changé, peut-être parce que le dirigeant nord-coréen a dit quelque chose suite à une déclaration de Trump. Je ne garantis pas l'exactitude, mais, en substance, c'est correct. Donc, ce fameux petit homme fusée rondouillard, eh bien, quelque chose comme ça. Et qu'en Amérique, il y a des missiles bien plus grands, ils volent plus loin, sont plus précis, frappent plus fort, et les missiles eux-mêmes sont bien plus puissants que tout ce que possède la Corée du Nord dans son arsenal. Je me souviens aussi des cris et hurlements venus du monde entier. On disait qu'une guerre atomique, l'Armageddon, allait commencer, mais la Corée du Nord n'est pas indépendante, ce n'est pas un chien enragé tenu en laisse. À partir de ce moment-là, il n'y a pas eu de guerre nucléaire pendant toute la présidence de Trump. Oui, aucun missile n'a été lancé en direction du Japon ou dans toute autre direction où se trouvaient sûrement des bases américaines ou des soldats américains. Dès que cela s'est produit, bien sûr, les démocrates ont simplement commencé à chercher autre chose qu'ils n'avaient pas compris et à en rire à nouveau. Ils se moquent tout le temps de quelque chose et disent à quel point il est idiot, puis ils se taisent parce que quelque chose s'est passé, et ensuite ils trouvent encore une raison quelque part pour dire qu'il est idiot. Bon, d'accord, avançons vers l'épilogue. Au moment où j'écris ces lignes, en avril 2026, le sommet Trump-Xi en Chine, initialement prévu pour mars ou la mi-mai, est maintenant prévu pour les 14 et 15 mai à Pékin. La question que se posent de tous les analystes est la suivante. La pression sur les livraisons de pétrole chinoises était-elle planifiée comme objectif de la guerre ou s'agissait-il d'un effet secondaire ? Voici quelques organisations sérieuses. La Fondation pour la défense des démocraties, Newsweek et plusieurs sénateurs républicains. Ils disent que c'était planifié.
Ce n'est pas une coïncidence, disent-ils, c'est une partie de grand maître. Sur ce, nous allons conclure pour aujourd'hui.